Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de nos dernières lectures et donc nos premières lectures de 2024. Je triche un tout petit peu avec quelques lectures de fin 2023. Il fallait garder l'équilibre. Voilà, parce que comme j'ai quelques pavés dans ma liste, j'ai un peu traîné en longueur en janvier. Oh non, t'as été assez rapide, moi je tiens à le dire. Donc c'est parti. C'est on parti. y va direct. Allez. Donc j'ai commencé l'année, moi, avec un très beau graphique, Le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki, dont la réputation n'est plus à faire, je pense. Et j'avais vraiment hâte de découvrir cette histoire qui, en fait, est une édition française aujourd'hui d'un livre qui est paru il y a des années, je sais plus, 1980 et quelques. Donc trop chouette d'avoir enfin une version française, surtout que les planches illustrées sont absolument sublimes. Vraiment, je vous en montre quelques-unes sans trop vous dévoiler l'histoire. J'avais vraiment hâte de le découvrir pour cette beauté visuelle notamment et pour les histoires poignantes qu'on connaît de Miyazaki. C'est l'histoire de Shuna qui va partir en voyage pour essayer de trouver une graine pour nourrir son peuple tout simplement. Enfin en tout cas pour aider à nourrir son peuple. Donc c'est vraiment la quête d'un jeune garçon. J'avoue qu'au niveau de l'histoire, sur la fin, je pense que je suis passée à côté de certaines choses. C'était un peu trop farfelu à mon goût. C'est le côté Miyazaki farfelu mais pas totalement compréhensible non plus. Et puis j'ai été un peu déçue par la fin qui pour moi est un peu trop ouverte. Parce qu'on a vraiment, pour moi une quête, il faut un aller et un retour. Et c'est vraiment quand il revient dans son peuple, etc. qu'on a une jolie fin. Et là, on a juste l'aller et il annonce le retour, mais c'est tout. Donc je me suis dit, mais attends, c'est un tome 1 en fait. Non, pas du tout, puisqu'il est paru dans les années 80. Donc voilà, donc très très belle découverte au niveau visuel. Mais sur l'histoire, je pense que c'est pas une histoire qui va me rester en tête éternellement. Voilà. Alors de mon côté, j'ai plutôt terminé l'année avec Nos cadavres d'étoiles de Zoé Le Priol aux éditions Scripto chez Gallimard. C'est un roman en vers libre. Et c'est une histoire qui se passe le temps d'un été, sur les 2 mois d'été. On suit une jeune fille, Swan, qui passe les 2 mois d'été chez elle. Elle adore lire et elle va à la bibliothèque. Et à la bibliothèque, c'est pas la bibliothécaire habituelle qui est là, mais c'est un jeune homme qui a à peu près son âge, dont elle va d'abord avoir peur et puis après elle va apprendre à le connaître. Et puis voilà, c'est une petite histoire d'amour le temps d'un été. Donc c'est traversé de plein d'émotions, c'est sur vraiment la découverte du premier amour, les premiers émois, et puis il y a d'autres sujets un peu plus profonds qui sont abordés au fur et à mesure, mais dont je peux pas trop parler parce que sinon c'est un énorme spoil. Donc voilà, une jolie histoire, une histoire vraiment adolescente. J'ai bien aimé, mais c'est pas non plus un coup de cœur. Pourtant j'aime bien le roman en vers libre, mais voilà, j'ai pas été marquée de la même façon que par exemple les histoires de Lisa Balavoine. Mais j'ai trouvé que les émotions, en tout cas adolescentes, et ce tâtonnement qu'on peut avoir à ces âges-là, étaient très bien retranscrits. Donc ça m'a aussi un petit peu rappelé à ma propre adolescence. Donc voilà, une jolie lecture, mais sans plus. Alors ensuite, moi, un autre graphique dont je vous ai un petit peu parlé déjà sur cette chaîne, c'est l'adaptation de Nevermore, donc le tome 1, qui correspond à la moitié du premier tome roman de la série. Donc ici, Les défis de Morrigan Crow, c'est une adaptation de Max Lemonnier et Thomas Laboureau, d'après le roman de Jessica Townsend. C'était très chouette, j'ai vraiment beaucoup aimé replonger dans l'histoire, dans l'univers. J'ai trouvé les graphismes vraiment super. Je vous montre juste quelques pages. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup aimé. Pour rappel très rapide de l'histoire, c'est Morrigan Crow qui est maudite, qui devrait mourir à ses 12 ans, 11 ans, je sais plus. Sauf qu'elle va être sauvée par Jupiter Nord qui est là et emmenée à Nevermore, où elle va devoir passer des tests pour intégrer l'univers, quoi, en gros. Et j'ai trouvé l'adaptation vraiment assez fidèle. Il y a juste 2 petits moments où je me suis dit, ah c'est dommage, ça c'est pas aussi bien décrit et amené que dans le roman, mais c'est normal, il faut faire des coupes puisque là on est sur un format plus court.
Déjà qu'ils font en 2 tomes le premier roman, ce qui est nécessaire, clairement ce qui est nécessaire. Mais voilà, donc très chouette, très sympa, et je pense que ça va être très pratique pour se remettre dans le roman si on veut mettre du temps entre chaque tome pour se remémorer un peu l'histoire. C'est très pratique d'avoir une BD qui se lit beaucoup plus vite. Alors ensuite, toujours plutôt fin 2023 de mon côté, mais on commençait à basculer doucement vers la nouvelle année. J'ai lu une lecture de circonstance, un Cozy Christmas Mystery, Retour à Sainte-Marie-Île de Karine Pitochi, donc, qui est une autrice française. Donc c'est pas totalement de l'anglais, même si ça se passe évidemment dans une petite campagne anglaise, dans une ambiance tout aussi anglaise, bref, tout ce qu'on aime dans le Cozy Mystery. Et là, du coup, on a l'histoire de Joanne, qui est scénariste sur une très grosse série anglaise, et qui vient de rompre avec son petit ami, qu'elle a surpris avec une autre, tout simplement. Ça commence au moment où elle est en train de fuir, et elle retourne, elle habite à Londres, et elle retourne dans le petit village où vivait sa grand-tante ou sa tante, je sais plus, qui l'a élevée, et qui est morte depuis quelques mois, qui a légué sa maison à elle et à son frère, et elle retourne là-bas pour pouvoir s'isoler et puis se remettre de cette rupture un petit peu douloureuse, on s'en doute. Et une fois là-bas, elle va retrouver son meilleur ami d'enfance avec qui elle ne parle plus, enfin en tout cas les échanges se sont un peu éloignés, et qui est entre-temps devenu pasteur. J'étais pas du tout au courant de ça d'ailleurs, grosse surprise, et qui est aussi veuf, bon ça elle était au courant quand même. Et il va y avoir les voisines, 2 sœurs un peu commères qui vont un peu se mêler de la situation, et puis voilà, on construit au fur et à mesure l'histoire, et c'est un Christmas Cozy Mystery, donc à un moment ou à un autre, il y a une histoire de meurtre et une histoire d'enquête qui apparaît. Alors l'histoire est très sympa, j'ai plongé dedans à 600%. La petite romance est mignonne aussi, après c'est vrai qu'on est quand même sur des très gros clichés. C'est pas non plus l'histoire du siècle, mais il y a une ambiance de Noël qui est plutôt sympa, les personnages sont tous attachants, notamment à un moment il y a son neveu qui arrive et qui va passer quelques semaines avec elle, et j'ai adoré son personnage. Mais pareil, les personnages sont un peu caricaturaux, il faut bien l'avouer. On est vraiment dans quelque chose entre la romance et le cozy mystery, plus que dans d'autres histoires comme les détectives du Yorkshire, je trouve. C'était moins subtil en tout cas. Mais voilà, j'ai bien aimé, et ma grosse surprise, c'est que je pensais que c'était un one-shot, et pas du tout. Puisqu'à la fin, j'ai découvert, littéralement à la dernière page, le mot fin du tome 1 à suivre. Donc c'était extrêmement frustrant, mais je pense que je lirai le tome 2. Franchement, puis même pour la résolution de l'histoire d'amour, tout simplement. Voilà, et par contre, oui, petit hic, vraiment, j'avais deviné qui était le meurtrier. Je l'ai deviné à la moitié, peut-être un peu plus, donc un petit peu dommage. Alors ensuite, on vous a parlé dans notre vidéo bilan lecture d'une collection qui s'appelle Cours toujours chez Nathan. Et bien, en ce début d'année, j'en ai lu 3. Voilà. Appel en absence de Cathy Itac, Miette, humour décalé de Stéphane Servant, et Sans moi de Raphaël Frère. Celui-ci, Appel en absence, que tu as lu aussi, oui d'ailleurs, de Cathy Itac, c'est l'histoire d'un garçon qui apprend à la télé un accident de train. Sauf que dans ce train, normalement, son meilleur ami devait se trouver. En tout cas, il devrait se trouver. Toutes les semaines, il prend ce train-là. Exactement. Et donc, il est super inquiet, il essaye de l'appeler, aucun message, il n'arrive pas à la voir. Donc, il commence à se faire toute une histoire sur, en fait, son ami est mort, quoi. C'est un peu ça l'idée de base. Et j'ai trouvé la plume très efficace. Vraiment, la façon dont elle raconte l'histoire, parce qu'en fait, du coup, le jeune qui s'appelle Lucas, il retrace un petit peu aussi toute leur amitié, leur histoire, son histoire aussi un peu à lui. Et il y a tout un chemin qui se fait qui était très beau. Et j'avoue, j'ai été déçue par la fin. Mais en fait, exactement pareil. La fin tombe un peu à plat. Oui, parce que du coup, on fait ce chemin avec lui, et puis, bon, on vous dit pas comment ça se finit. Vous le découvrirez vous-même. Mais ça reste une très bonne lecture. Ensuite, je vais vous parler de Sans moi. Là, on est sur l'histoire de Damien, qui a 16 ans, qui a une copine, qui se trouve un jour, il va la voir,
comme d'habitude, sauf que elle lui annonce qu'elle est enceinte. Voilà, et lui, peur, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent en lui et il fuit. Voilà, donc il dit cette grossesse, ça se fera sans moi. Et c'est un peu ça toute l'histoire. J'ai trouvé que au niveau de la façon dont elle racontait les jeunes, dont elle voilà, dépeignait ce jeune, c'était très réaliste, très bien écrit à ce niveau-là. Elle pose plein de questions. Et puis on sent en fait que y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il fait, et puis il y a tout ce qui se passe dans sa tête, dans ses pensées. Enfin, vraiment, je trouve que c'est une personne entière, ce Damien, qui est ce qu'il est, qui fait transparaître des choses, et même lui-même se déteste parfois pour ce qu'il fait, ce qu'il est, mais en même temps, il sait pas comment être autrement, il sait pas comment faire autrement. Et donc ça pose vraiment plein de questions très chouettes. Forcément, ça aborde aussi la question de l'avortement. Et j'avoue que moi, sur cette question-là, j'ai été déçue du coup de la fin, encore une fois, qui retournait un petit peu la perception qu'on avait pendant tout le livre, et du coup qui détruisait un petit peu la vision qu'on pouvait avoir sur cette question-là en particulier. Donc voilà, ça m'a aussi déçue par rapport à cette fin, mais ça reste une chouette lecture. Alors de mon côté, j'ai aussi lu un petit court toujours que j'ai emprunté à la bibliothèque, donc je ne l'ai plus, on vous mettra une petite vignette par là. Tu reverras ton frère de Séverine Vidal, qui est ici l'histoire de Billy et de sa sœur, dont je me souviens plus le prénom. Billy est dans la rue, elle est en train de marcher, et puis elle voit une silhouette, un garçon avec une capuche, ou un bonnet, je sais plus, enfin voilà, en tout cas son visage est caché. Et puis tout d'un coup, elle se rend compte qu'il a la démarche de son frère. Et donc elle se met à lui courir après, à l'appeler, et puis lui ne se retourne pas, il l'entend pas, parce qu'en fait elle est dans la foule, et il rentre dans un tram, et puis en fait elle perd sa trace. Et là elle appelle sa sœur, et puis elle lui dit « j'ai retrouvé notre frère ». Et là, on comprend au fur et à mesure que, en fait, elles ont perdu leur frère il y a plusieurs années. On sait pas trop comment au début, je vous dis pas trop. Donc du coup, elles sont heureuses de potentiellement l'avoir retrouvé, mais le problème c'est qu'il est parti dans ce tram, et donc du coup, ça va être toute l'histoire de comment est-ce qu'elles vont réussir à le recontacter et à le retrouver. C'était une histoire extrêmement touchante. Là, pour le coup, j'ai pas été déçue par la fin. C'était une très belle ode à la fraternité, en fait. Et ce frère qu'elles ont perdu, il avait à peine, je pense, environ 6 ans quand il a disparu. Là, il est censé en avoir 10 de plus. Donc, elles n'ont pas vraiment grandi avec lui. Mais elles ont encore tous ces souvenirs, tout cet amour pour ce frère qui est encore là. Et voilà, ça dépeint ça dans ce roman. Et puis on est vraiment tenu en haleine du début jusqu'à la fin, en se disant est-ce qu'elles vont réussir à le retrouver après ça, et est-ce que c'était vraiment lui, parce qu'il y a un petit peu ce doute, parce qu'à 10 ans de plus, elle l'a vu juste de dos avec une capuche, ça se trouve c'était absolument pas lui, enfin voilà, donc il y a une tension qui est maintenue tout le long. C'était du coup pas le premier cours toujours de Séverine Vidal que je lisais, et je les trouve tous vraiment très bien construits. Et le dernier cours toujours dont on va vous parler, on l'a eu toutes les deux en ce début. À peu près 3 heures d'intervalle. Donc Miette, Humour décalé de Stéphane Servan. Et là, pour le coup, moi, ça a été un gros coup de cœur. Ouais, pareil. Je dirais même un gros coup de poing. Oui. Donc c'est l'histoire d'un jeune qui va faire un one-man show lors de la soirée de spectacle de fin d'année. C'est ça, de son lycée. Et sauf qu'il va démarrer sur le ton de l'humour, et très vite on va se rendre compte qu'en fait il est en train de démonter tout et de dévoiler aussi tout le harcèlement qu'il a pu subir, et casser aussi un petit peu la vision sociétale sur le patriarcat, et enfin démonter un petit peu tout ça, et c'est très 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 bien fait. Ouais. C'est très bien amené. Puis il y a la métaphore de la miette tout le long qui est excellente. Je suis très bien trouvée. Non, vraiment, il y a des images, il y a des idées derrière, une vision de la société que j'ai trouvée poignante et hyper intéressante. Et vraiment, ça fait voir les choses autrement sur toutes ces questions-là.
Donc je le recommande à 100%. Ouais, très bien écrit. Et puis, contrairement à tous les autres courts toujours, il n'est pas divisé en chapitres. Non. C'est un seul bloc. Donc en fait, ça se lit en une courte respiration presque. C'est ça, exactement. Et c'est très très bien fait. Celui-ci, lisez-le. Alors ensuite, pour commencer l'année, j'ai fait une lecture un peu atypique, puisque j'ai lu une fanfiction Harry Potter. Alors je ne sais pas si c'est bon. Donc c'est le tome 1 d'une série en 4 tomes d'une fanfiction de Alix qui s'appelle Harry Potter 7 3/4 et qui ici, donc le tome 1 c'est les survivants. Alors 7 3/4 parce qu'en fait ça comble le trou de 19 ans qui se passe à la fin du 7e livre. Parce que vous savez que le dernier chapitre se passe 19 ans plus tard. Et donc elle a écrit le petit trou qu'il y avait avant ces 19 ans plus tard, on va dire. Et là, c'est à peu près les 4-5 premières années de ces fameux 19 ans. On est vraiment au lendemain de la bataille de Poudlard et donc du coup elle reprend les différents personnages. On suit toujours évidemment Harry et voilà comment est-ce que on a réglé les lendemains de la bataille, comment on a enterré les morts, comment est-ce que Harry a pu dévoiler certaines choses à propos de ce qu'il a fait pendant cette année où il a disparu, l'année des ténèbres. Et puis voilà, comment est-ce qu'il est devenu Aurore, etc. Et beaucoup de choses aussi sont centrées autour de sa relation avec Ginny. Alors, comme je suis pas une grande fan de Ginny, on ne reparlera pas de ce traumatisme. Toute la partie un peu romance, je suis pas très objective sur la question. Mais écoutez, j'avais envie de replonger dans l'univers d'Harry Potter, puisque j'ai beaucoup parlé d'Harry Potter à la fin de l'année avec le podcast Sous la couverture des livres. Il y a eu 3 épisodes, ça m'a bien mis dans l'ambiance, mais j'avais pas spécialement envie de relire les tomes. Enfin si, j'ai toujours envie de relire les tomes. Mais là, j'avais pas envie de me lancer là-dedans, et c'est vrai que j'avais parlé de fanfiction, je m'étais dit, bon, il faudrait quand même qu'un jour je lise vraiment de la fanfiction. Donc là, écoutez, c'était le bon moment pour me lancer. Et c'est très drôle parce que quand j'ai commencé la fanfiction, je me souviens très bien du sentiment que ça m'a fait. Ça a mis des petits papillons dans mon ventre. Et j'étais très heureuse de retrouver les personnages. Très heureuse de replonger dans l'univers parce que même si c'est pas écrit de la main de J.K. Rowling, ça reste quand même l'univers Harry Potter. Et vraiment, il y a eu un côté un peu retour en adolescence qui s'est opéré. Et voilà, j'étais très contente de retrouver Harry, et puis en fait d'essayer d'imaginer ce petit trou qu'il y avait eu, de ce qui s'est passé après la bataille. Enfin, vraiment très heureuse. Mais j'ai eu une lecture extrêmement critique. Je pense que Marie peut en témoigner. Non mais ça c'est pas possible, Harry Potter il va pas aux toilettes et il va pas prendre sa douche. Merci pour l'imitation. Non mais c'est pas l'écriture de J.K. Rowling, je l'ai très très vite senti et c'est vrai que du coup ça pêchait un peu par rapport à l'univers Harry Potter. Et puis comme c'était pas écrit par J.K. Rowling, je me suis permise d'être hyper critique sur tout ce qui se passait, sur la façon dont pensait Harry, sur les actions qui avaient lieu, en me disant non mais c'est pas comme ça que ça a eu lieu, enfin voilà. Donc c'était une lecture un peu particulière mais qui m'a fait beaucoup plaisir et honnêtement je vais lire la suite. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'elle a mis des notes de fin de chapitre à chaque fois où elle explique ce qu'elle a repris de ce que J.K. Rowling avait dit dans différents chats sur comment elle imaginait la suite des personnages. Et donc elle s'est basée là-dessus pour écrire son histoire. Et c'est vrai que moi je m'étais jamais penchée dessus. Et là, du coup, ça m'a permis d'approfondir ma connaissance d'Harry Potter, si on peut parler comme ça. Donc très bonne expérience de lecture, même si c'est pas tout à fait un vrai roman, si je peux me permettre l'expression. Alors moi j'enchaîne ça y est avec un roman un peu plus épais. Il s'agit de La Reine Traîtresse de Danielle L. Jensen, qui est le tome 2 du Pont des Tempêtes que je vous avais présenté lors du bilan lecture. Voilà, donc je vous ferai pas de résumé du tome 2, mais pour vous décrire l'univers, allez, en 5 mots: romance, intrigue politique, île paradisiaque, tension et passion. On va mettre ça, voilà. Et vous irez voir pour un résumé un peu plus détaillé dans la vidéo du note bilan lecture que je vous remettrai peut-être en i par ici. Ce tome 2, je l'ai dévoré. Déjà, on admire aussi la beauté du livre avec ce très beau jaspage. C'est NPGs, magnifique. Et la carte, toujours
sur la jaquette. Vraiment sublime. Voilà, j'ai trouvé ce tome 2 à la hauteur en fait du premier. J'ai vraiment, pour moi, la duologie dans son ensemble fonctionne super bien. L'univers est vraiment riche. Là, on découvre encore de nouveaux peuples, on découvre de nouveaux personnages qui sont hyper intrigants. On découvre aussi ceux qui vont faire partie de la deuxième duologie dans le même univers. Le seul truc que je dirais, c'est que la fin est un chouïa rapide et du coup un chouïa frustrante. Mais sinon, ce tome-là, il est tout en tension, parce que, bon, vu la fin du tome 1, pas forcément. Mais il y a aussi toute une jolie réflexion sur la rédemption. Le titre est assez révélateur, en fait. Quand même, disons-le. Mais voilà, donc super lecture qui vaut bien sa 3e place dans mon top 3 que je vous ai présenté la dernière fois. Cette suite est à la hauteur. Maintenant, j'attends la suite. L'autre suite, qui va être un peu frustrante puisqu'on ne suit plus les mêmes personnages alors qu'on les aimait tant. Bref, voilà. Alors j'ai un aveu à faire. Face à l'enthousiasme de Marie, j'ai commandé sur Vinted les tomes 1 et 2 en version reliée, puisqu'il y en avait à un prix raisonnable. Donc Trop du bien. coup, j'ai hâte de le recevoir pour pouvoir le lire. Moi aussi j'ai hâte pour pouvoir en parler encore plus. Alors ensuite, une autre lecture qu'on a fait toutes les deux à pareil, à peu près 3 heures d'intervalle, Tout à pendant fait. un petit week-end lecture Nouvel An. On a fait un peu les deux ensemble. C'est Nunuche, on vous mettra l'image là, de Guillaume Bianco et Marie Carrasquet. Carrasquette, Qui est un petit album BD, c'est Oui. une espèce d'entre-deux, c'est ça. chez Dargaud, qui est absolument trop mignon. C'est exactement le mot. C'est l'histoire d'une petite fille qui adopte un petit chien qui s'appelle Nunuche et qui porte très bien son nom. C'est ça. C'était pas tout à fait le petit chien qu'elle voulait, Non. mais elle apprend à l'aimer et c'est adorable. Ouais, c'est des petites situations d'enfance trop mignonnes. Petite Nunuche, en plus c'est un petit nuage de bonheur et d'amour. Exactement. Donc très très belle petite découverte, sans grande intention, mais qui a le mérite d'exister et de faire bien plaisir. C'est plein d'humour, c'est frais, c'est bienveillant. Il y a même parfois des jolies planches un peu méditatives sur les bonheurs de la vie. Et Très c'était belle juste un découverte. tome 1, alors on est contente. Exactement. Ensuite, Marissa Meyer is back. J'ai je sais pas si le mot enfant est tellement approprié, lu Gilded de Marissa Meyer chez De Saxius. Je l'aime, vraiment. Ici, on n'est pas du tout sur la même écriture, la même vibe que les Chroniques lunaires ou que le Gang des prodiges. On est sur de la fantaisie adulte. On est aussi sur de la réécriture de contes, comme dans les Chroniques lunaires. Donc ça, c'est voilà, cool. C'est un genre dans lequel elle excelle et franchement, ça fonctionne très bien. Et du coup, en termes d'écriture, en termes d'ambiance et en termes de rythme, on est très loin de ce qu'elle peut faire par ailleurs. Parce que c'est beaucoup plus lent, c'est aussi beaucoup plus sombre, mais absolument pas glauque. Elle pose les bases et il faut se laisser entraîner par ce qu'elle est en train de raconter. Donc c'est l'histoire de Serilda, qui est une jeune fille qui est à peine 18 ans, c'est la fille du meunier d'un village. Et on est dans un univers où toutes les pleines lunes sort la chasse sauvage dirigée par le roi des aulnes, et donc il faut être capable de se cacher pour ne pas être entraîné par la chasse. Et Serilda, elle est maudite, puisque avant sa naissance, son père a trouvé un dieu, un ancien dieu, qui avait été piégé par la chasse sauvage, il l'a sauvé, et en échange, le dieu lui a promis un vœu. Et il a demandé de pouvoir se marier, d'avoir une fille un enfant en pleine santé. Et donc c'est Serilda qui est née, mais elle est née avec dans les yeux un rouet d'or, qui est en fait le symbole de ce dieu, qui est le dieu du mensonge et des histoires. Et donc Serilda, sa mère est morte entre-temps, raconte très très bien des histoires, elle est conteuse, mais ça lui vaut quelques petits soucis. Et une nuit de pleine lune, alors que la chasse est lancée, elle entend toquer à sa porte. Et ce sont deux faunes qui essayent de se cacher de la chasse. Elle va les
les mettre dans sa cave pour pouvoir les sauver. Mais la chasse va arriver, le roi des aulnes va arriver, et elle va devoir raconter une histoire pour pouvoir justifier le fait qu'elle est dehors, et ça va lui entraîner pas mal de soucis. Voilà en gros pour l'histoire. C'est une réécriture du mythe de Rumpelstiltskin, je sais pas le dire. Puisqu'il va y avoir un personnage masculin qui va arriver à un moment. Et c'était vraiment délicieux à lire. C'est-à-dire que j'ai lu la première phrase et je me suis dit, je sais pas si je vais rentrer. Enfin, on sent tout de suite que c'est très très sombre. Et puis après, j'ai lu le premier paragraphe et je me suis dit, ok, c'est parti. En gros, ce qui s'est passé. C'est entrecoupé de pages en italique où en fait, elle raconte les contes. Et ces pages sont délicieuses à lire, vraiment très bien écrites. Mais c'est vrai que c'est très lent et il faut s'accrocher pour comprendre où est-ce qu'elle va nous emmener. Le roman est entrecoupé en fait des différentes pleines lunes qui vont rythmer le récit. Donc on attend toujours la prochaine pleine lune pour savoir ce qui va se passer. Et puis la fin est tout simplement explosive. Il y a les rebondissements qu'il faut, quelque chose de l'ordre du conte vraiment qui s'installe et qui donne envie de lire la suite. Et donc du coup, je suis en train de lire le tome 2. J'en suis à peu près au premier quart. Donc je vous en parle pas particulièrement de celui-là. Donc c'est une duologie, il y a juste 2 tomes. Ouais, je suis à fond. On retrouve un peu cette lenteur sur ce tome 2. Mais on sent qu'elle pose les jalons de plein de petites choses et qu'à la fin, pouf, il y aura une révélation. Donc Marissa Meyer, vraiment, c'est toujours un coup de cœur. Alors moi je vais vous parler un petit peu d'un manga que j'ai lu. Alors j'ai lu le tome 4 mais je vous ai ramené le tome 5 parce que en fait j'ai rendu le tome 4. Donc pour que vous voyez un petit peu le style quand même. Il s'appelle Kakushi Goto de Koji Kumeta chez Veguet Dupuis. Et donc c'est un style assez simple, assez chouette. Voilà. Et donc c'est l'histoire de Kakushi Goto qui est là et qui est mangaka, sauf qu'il fait des mangas un peu grivois. Et donc il va absolument empêcher que sa fille découvre qu'il est mangaka. Voilà. En gros l'histoire de base c'est ça. Et puis c'est un peu sa vie, c'est son quotidien à la fois de mangaka et de père de famille avec cette petite qui est adorable, qui est trop choupie. Elle est toute douce, toute mignonne. Et puis un peu naïve quand même sur les bords, disons-le. Mais c'est très agréable. Et ce que j'aime dans ce manga, c'est que en découvrant un petit peu son quotidien de mangaka, il y a beaucoup de choses qui me parlent moi en tant qu'éditrice. Parce que ça rejoint des questions sur les bandeaux, sur les chemins de fer, sur plein de choses comme ça qui sont assez chouettes à voir et c'est plein d'humour. C'est très chouette et j'ai bien envie de continuer cette série, même si je prends mon temps pour la lire. Alors ensuite de mon côté, j'ai lu aussi une autre BD, on vous mettra la vignette là puisque je l'ai rendue à la bibliothèque, qui s'appelle Radium Girl et qui est écrit par Si, qui est publié aux éditions Glénat. Et c'est tiré d'une histoire vraie, l'histoire des Radium Girls qui ont vraiment existé, qui étaient des femmes qui travaillaient dans les années 20 dans le New Jersey pour une entreprise qui fabriquait notamment des horloges et qui avait des aiguilles fluorescentes. Et pour que ces aiguilles soient fluorescentes, elles peignaient du radium dessus. Sauf qu'à l'époque, on n'avait pas totalement découvert les dangers du radium et ce que ça pouvait provoquer, notamment des cancers. Et elle peignait sans aucune protection et surtout, en fait, elle lissait le pinceau avec leurs lèvres. Donc du coup, elles avalaient du radium. Donc au bout de plusieurs années, elles ont commencé à développer les unes après les autres d'abord des douleurs aux mâchoires et puis au fur et à mesure des cancers et puis il y en a beaucoup qui sont mortes surtout. Et ça raconte cette histoire-là, c'est vraiment dans l'ambiance américaine des années 20 avec la prohibition, les speakeasy, il y a une scène qui se passe dans un speakeasy, enfin vraiment on a une ambiance qui est très très bien amenée par ci. Et puis après tout dégringole à partir du moment où il y en a une qui tombe malade et qui meurt. Et c'est des femmes aussi qui, en fait, pour cacher un peu ce qui était en train de se passer, on les a accusées d'avoir la syphilis, alors que absolument pas. La mort est représentée de façon très poétique
par-ci, j'ai beaucoup aimé. Et puis c'est voilà, une histoire utile, j'étais très contente de découvrir cette histoire-là. Et ça n'a pas mené tout à fait à rien. Disons qu'elles ont du coup porté plainte. Elles n'ont absolument rien gagné, mais ça a mené doucement à la protection des employés, des salariés dans les entreprises et notamment des ouvriers dans l'industrie. Ça a été très lent, mais voilà, on a réussi à avoir des droits et elles ont été un peu le début de cette question-là. Donc une très belle BD, très dure quand même, puisque le sujet est quand même pas facile, mais qui raconte un morceau de l'histoire aussi ouvrière. Alors moi ensuite je vais vous parler encore d'un roman. Il s'agit Dame Miroir d'Olivia Atwater, qui est le premier tome d'une série, je sais pas si ça s'appelle Chronique de la Cour des Failles. Un premier tome, même si je crois que les suivants partiront sur d'autres personnages. Donc c'est des tomes un peu indépendants, même si c'est une série. Cette histoire, en gros, c'est les Bridgerton à la cour des failles, sans le côté scène de sexe. Il n'y en a pas là-dedans. Et c'était très très chouette à suivre. On suit en fait Dora, dont la mère avait passé un pacte avec un fae. Les fae qui sont pas des créatures toutes gentilles dans cet univers. Et du coup, ce fae, pendant son enfance, vient réclamer son dû pour voler son âme, en gros. Sauf que la cousine de Théodora, Dora, empêche le fae d'aller jusqu'au bout de son acte et du coup ne vole que la moitié de l'âme de Dora, qui a désormais des yeux verrons et grandit avec juste une moitié d'âme. Donc en fait, elle a perdu un peu tous ses sentiments très forts, donc elle est très apathique, on va dire, un petit peu placide, je saurais comment dire, mais du coup elle a un langage très franc, elle comprend pas trop les effets de société, les convenances, tout ça, ça lui passe complètement par-dessus la tête. Elle vit avec sa tante et qui du coup la traite un peu comme une moins que rien parce qu'elle est bizarre, quoi. Elle désespère de la marier, elle dit d'ailleurs qu'elle se mariera jamais. Mais par contre, avec sa cousine, elles ont une relation très fusionnelle. Elles s'aiment énormément et du coup sa cousine veut essayer de l'aider. Donc elles vont toutes les deux partir à la cour à Londres parce que la cousine Vanessa a entendu parler du Lord sorcier qui est très puissant et donc elle veut essayer de le contacter à la cour pour lui dire tu peux pas aider ma cousine et la sauver. En gros ça part là-dessus. Et ce Lord sorcier, ce qui est très drôle, c'est que lui, les convenances, c'est pareil. Il en a rien à foutre et d'ailleurs, il a un franc-parler et il rebute un peu tout le monde dans la société à cause de ça. Voilà, ça part là-dessus, les bases. On est vraiment dans une ambiance cour anglaise, avec des bals, avec les convenances, la société, les mères qui veulent absolument marier leurs filles, etc. Mais on y ajoute une touche de magie et c'est très chouette. Et le duo de la romance est superbe. J'ai beaucoup aimé. Même si c'est particulier, on s'attache pas comme à une romance habituelle, parce que elle, les sentiments ils sont pas très forts chez elle. Donc voilà, elle met du temps à se rendre compte qu'en fait elle est en train de tomber amoureuse. Voilà, il y a plein de petites choses à côté, il y a une intrigue aussi de fond, une enquête qu'ils vont mener à Londres, en plus de tout le reste. Voilà, donc ça se lit tout seul, j'ai beaucoup aimé, ça fait passer un très bon moment, donc je vous le recommande chaudement. Je pense qu'on termine toutes les deux avec des coups de cœur du coup. Parce que 2024 commence plutôt bien. très bien. Alors de mon côté, mon petit pavé qui m'a fait... Ton gros pavé, tu peux me dire. qui m'a pris un peu de temps. Voilà. Crescent City de Sarah Maas. Donc le tome 1 qui s'appelle Maison de la Terre et du Sang. Donc là pour l'instant, il y a 2 tomes qui sont sortis. Il y a le 3e qui va sortir en février, donc tout bientôt. Ils font tous la même épaisseur. Et j'ai adoré. Mais vraiment, je tiens à remercier beaucoup Anne-Charlotte qui m'a poussée à le lire et qui a vraiment bien fait. Et c'est drôle parce que quand je l'ai vu en librairie, ce livre m'a attirée.
Donc je pense qu'il m'a envoyé quelque chose de positif. Donc là on est dans la fantasy vraiment adulte. On suit une jeune femme qui s'appelle Bryce, qui est mi-fae, mi-humaine, et qui habite la ville de Crescent City. Elle a 22 ans, 23 ans au début du roman. Elle travaille dans une galerie d'antiquités magiques avec une sorcière qui est très puissante. On sent qu'elle n'aime pas forcément beaucoup son travail, mais qu'elle se prend quand même au jeu. Et surtout, c'est une énorme fêtarde, puisqu'on vraiment on est dans une ville moderne. Elle est meilleure amie avec une jeune femme qui s'appelle Danica, qui elle est une métamorphe qui peut se transformer en loup. Et un soir, la meute de Danica est à son appartement parce qu'elle vit en colocation avec Bryce. Et elle va passer la soirée avec sa meute. Et Bryce va d'abord aller à un dîner avec son petit ami qu'elle va larguer à ce moment-là. Et ensuite, comme elle l'a largué, elle va aller faire la fête avec d'autres amis. Elle demande à Danica de la rejoindre, mais Danica est avec sa meute. Bref, elle fait la fête. Et elle rentre chez elle complètement bourrée et droguée. Et en fait, elle découvre dans son appartement un énorme massacre. Et tout le monde est mort, déchiqueté en morceaux, dont Danica. Voilà, donc... en fait, c'est difficile de faire un petit résumé vu que c'est une très grosse histoire. C'est le point de départ. Voilà, c'est le point de départ. Tout le monde est mort. Évidemment, Bryce est complètement détruite par la mort de sa meilleure amie, qui est vraiment presque sa sœur. Enfin, vraiment, on sent qu'elles ont une complicité extrêmement forte, qu'elles se retrouvent toutes seules. Il se trouve que le groupe de Danica avait arrêté un terroriste qui avait été relâché le matin même, et donc il est mis en prison à la suite de ça. Et l'histoire en fait se passe 2 ans plus tard, et il y a un nouveau meurtre qui se produit exactement comme celui de Danica et de sa meute, sauf que le meurtrier est en prison, donc ça ne peut pas être lui, le tueur. Bryce va devoir mener l'enquête et elle va être affectée à un bel ange qui s'appelle Hunt. Vraiment, vous voyez le truc venir. Au début, ils vont se détester, évidemment. Voilà. Et elle va mener l'enquête avec lui, et voilà. Donc, en fait, c'est une histoire d'enquête. Je pense que c'est aussi pour ça que ça m'a beaucoup accrochée, parce que j'adore les enquêtes. Le côté enquête m'a beaucoup plu, et évidemment, en 1000 pages, on a le temps d'être complètement trimballé par l'autrice, à droite, à gauche. Et surtout, là, je vous ai fait juste un résumé de l'histoire, mais derrière, il y a toute une intrigue politique. Toute une intrigue liée au monde et à cette fameuse maison, parce qu'en fait le monde se divise en différentes maisons avec différentes créatures, et du coup les bien 300-400 premières pages sont très lentes et très difficiles à lire parce qu'elles posent toutes les bases de son univers, ça ramasse, qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on a une explication sur le personnage, sur son histoire, sur le monde, sur la politique, etc. Mais on est entraîné malgré tout, et puis tout d'un coup il y a un basculement dans l'enquête, un rebondissement qui fait qu'on est attrapé, et là, paf, on est lancé dans l'histoire. Et les 300 dernières pages, ah les amis, je sais pas comment vous dire ça, mais j'ai lu un truc incroyable. Bryce est badass à souhait, et vraiment les scènes d'action de la fin, on pouvait pas faire mieux. Sarah Maas sait écrire des scènes d'action, il y a un côté très cinématographique, il y a une tension qui est menée, et ça prend 300 pages, donc on est en haleine pendant 300 pages. J'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé les retournements de situation incroyables, les personnages sont beaucoup plus profonds que ce qu'on imagine, et puis elle nous balade pendant tout le roman, au point où à un moment, il s'est passé un truc, il y a eu une révélation, et j'étais tellement choquée qu'il a fallu 5 minutes pour que je reprenne ma lecture et que je me dise ok, très bien, on se calme, on va reprendre la suite tranquillement et essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, on ne va pas juger trop vite. Et heureusement que je pouvais en parler avec Anne-Charlotte par message, parce que c'était non, vraiment excellent. Et ben moi, un autre livre excellent. C'est la suite de Divine Rivals. Si vous vous souvenez, encore une fois, dans la vidéo du bilan lecture, je vous disais que c'était mon coup de cœur absolu de 2023. Eh bien, est-ce que la suite sera mon coup de cœur absolu de 2024 ?
Peut-être. En tout cas, c'est bien parti. C'est bien parti. Je le lis un peu tôt dans l'année. Donc, il y en a beaucoup qui peuvent venir entre-temps. Mais je les aime. Je les aime, je les aime, je les aime. En fait, je vais vous refaire un résumé en 5 mots. Épistolaire, journaliste, guerre des dieux, romance. Et héros du quotidien, j'ai envie de dire. En fait, il y a beaucoup de valeurs qui sont véhiculées par Rebecca Ross dans cette duologie qui me touche profondément, moi. Et l'une d'elles, c'est cette vision du héros qui est à sa place, en fait. Ce sont deux personnes qui sont pas des soldats, qui sont des journalistes qui... Voilà, se sont découverts dans le tome 1. La fin du tome 1 et je vous l'avais dit, on est en haleine. Et dans ce tome 2, elle arrive à nous balader, à reprendre cette histoire en nous redonnant tout ce qu'on a aimé dans le tome 1. Enfin, en tout cas, moi, tout ce que j'ai aimé avec cette romance, ces deux personnages qui sont hyper courageux, qui sont bienveillants, qui sont pleins d'humanité, qu'on aime profondément et qui s'aiment eux, tous les deux, profondément aussi. Et ça, c'est trop beau à voir parce que c'est ça qui les aide dans tout ce qu'ils vivent. Dans ce tome 2, on a beaucoup plus aussi de world building, donc par rapport à tout l'univers, la guerre des dieux, les dieux eux-mêmes. Ça aussi, c'est une autre chose que j'ai beaucoup aimé. C'est cette vision, en fait, c'est une guerre des dieux entre un dieu et une déesse. Et la déesse, j'ai trouvé qu'elle avait un aspect très christique, en fait. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Ce côté Dieu qui s'abaisse et qui soigne, enfin bref, vous le lirez. Donc ça, voilà, j'ai particulièrement aimé. Et cette fois, nous avons une fin qui prend son temps. On aime ça. On aime. Oui. On aime parce qu'elle prend vraiment le temps de poser à la fin plein de choses. C'est d'ailleurs une fin un peu en double temps pour la résolution de l'intrigue. Parce qu'il y a non seulement cette guerre des dieux qui se résout, et puis toutes les conséquences aussi de cette guerre parmi les humains, enfin d'autres choses aussi qui se passent. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi cette vision-là, de l'après-guerre en fait. C'est tout en nuances dans ce livre, c'est ça que j'aime. Encore une fois, je vibre avec ces personnages, c'est tout ce que j'aime, tout ce que j'aurais voulu écrire. Et c'est très étonnant. Alors, je ne veux pas faire de comparaison parce que pour moi, Tolkien, il est là. Et personne ne peut, ne peut l'atteindre. Mais en lisant ce livre, il y a des petites choses, des petits moments où je me dis « Ah tiens, je retrouve une certaine façon de faire de Tolkien. » Je vous dis, ces fins, par exemple, qui prennent leur temps et qui nous montrent aussi l'après. Pour moi, c'est très Tolkien, ça. Même si là, elle le fait à sa mesure, pas à la manière de Tolkien, donc c'est quand même plus rapide que les 1001 fins du Seigneur des Anneaux. Cette vision aussi, encore une fois, du héros, ils laissent tous les deux la place aux soldats d'être soldats. Eux, ils sont journalistes, leur force, leur charisme, c'est à travers les mots qu'ils écrivent, qu'ils s'envoient, et ça, c'est hyper bien fait. Bref, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont fait penser cette vision aussi des promesses qui sont données. Que dire de plus en fait, si ce n'est que j'aime absolument cette duologie et que je ne me laisserai jamais. Je pense que c'est typiquement une duologie que je relirai peut-être en français. Alors déjà pour vérifier que la traduction est pas toute pourrie. Et puis parce que tout simplement. Donc, si vous lisez en anglais, foncez, achetez Divine Rivals et Ruthless Vows. Et si vous lisez pas en anglais, bonne nouvelle, la duologie va être traduite, je ne sais pas quand, mais on l'espère cette année. Et dès que ça sort en français, mais foncez. C'est absolument génialissime. Voilà, on est arrivé au bout. N'hésitez pas à nous dire, vous, quelles ont été vos bonnes lectures de ce début d'année. Si vous avez lu certains livres qu'on a présentés, ou si certains vous tentent, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, ça fait toujours plaisir, et on se fera un plaisir aussi de vous répondre. Voilà. D'échanger sur la force des lectures qu'on a pu avoir. Sur notre amour pour certains livres. N'hésitez pas à commenter, sinon avec un petit emoji. Cœur.
Ah oui, un petit emoji Un de petit cœur. emoji de cœur, parce qu'on a eu des beaux coups de cœur. Oui, l'année commence bien. Et puis bah, du coup, on vous souhaite des lectures pétillantes. Et de jolies rencontres d'encre et de papier. À bientôt. À bientôt.